Je suis enchanté et honoré d'être parmi vous ce soir dans cette magnifique salle de l'Hôtel de Ville de Bruxelles pour recevoir ce prix prestigieux de la Fondation Cogenis. Je dois dire que depuis la soutenance de ma thèse de doctorat en décembre 2010, de merveilleuses choses se sont produites dans ma vie, dont ce prix est sans aucun doute la clé. Et pourtant, ô combien difficile et tragique fut le sujet dont je me suis occupé, vous l'avez déjà dit, les expériences médicales conduites pendant la Seconde Guerre mondiale par un médecin nazi de l'Université de Strasbourg. Ce médecin s'appelait Eugen Nils Hagen. Avant-guerre, il était considéré comme le meilleur spécialiste allemand en virus. Il avait notamment contribué à la recherche sur le virus de la fièvre jaune au début des années 30 aux États-Unis, qui avait permis de développer le vaccin encore utilisé aujourd'hui. Mondialement connu et respecté, il participait à de nombreux colloques internationaux, dirigeait une revue scientifique et avait des contacts jusque dans le comité Nobel. Pendant 3 années, de 1941 à 1944, il dirigea l'Institut d'hygiène de la nouvelle université du Reich de Strasbourg, l'université française étant alors repliée à Clermont-Ferrand. 3 années au cours desquelles il mena de concert un nombre très important de recherches scientifiques sur diverses maladies virales et sur les antibiotiques. Nous avions peu de choses sur ces expériences, de l'aveu même des historiens qui s'étaient penchés sur le sujet, de François Bayle à Patrick Wexler en passant par Robert Schlickmann. Aussi, il y a 6 ans, lorsque je rencontrais celui qui fut mon directeur de thèse, le professeur Christian Bonnat, celui-ci me proposa d'en faire mon objet de recherche pour ma thèse de doctorat, connaissant mon intérêt pour le sujet. Avec son aide, j'obtins l'ouverture exceptionnelle de nombreuses archives difficiles d'accès, à l'instar des archives militaires françaises, normalement inaccessibles jusqu'en 2055, des archives nationales ou de nombreuses archives étrangères. Malgré les difficultés et au terme de plusieurs années de travail de recherche, j'ai pu établir, lorsque cela était possible, le détail de ces expériences et identifier le nom de la plupart des sujets d'expérience qu'il utilisa. Il serait difficile ce soir de détailler l'ensemble des expériences auxquelles se livra Hagen, mais je souhaiterais en dire quelques mots. La principale préoccupation d'Eugen Hagen fut la mise au point de vaccins, notamment contre le typhus. Il en existait déjà de nombreux prototypes, mais lui voulait en fabriquer un nouveau, plus efficace, mais plus dangereux à inoculer. Pour l'évaluer, il commanda auprès de la SS une centaine de sujets indignes de vivre, selon ses propres mots. En guise de livraison, on lui transféra une centaine de Roms choisis au camp d'Auschwitz. Sur les 100 sélectionnés, 18 périrent au cours du seul transport, et 10 autres moururent en quarantaine au camp de Natzweiler où Hagen menait ses expériences. Devant l'état cachectique de ces sujets, Hagen demanda une nouvelle livraison qui lui parvint 1 mois plus tard. Cette fois, il s'agissait de 89 Roms, plus jeunes, en meilleure forme. Il testa sur eux ses nouveaux vaccins, mais son expérience échoua en raison des réactions sévères observées. Les survivants n'en furent pas quittes pour autant. Certains furent utilisés dans de nouvelles expériences sur des gaz de combat dans la chambre à gaz du Strudel. Et au moins 4 d'entre eux y laissèrent la vie. Zirko Rebstock, 37 ans, Andreas Odosi, 33 ans, Adalbert Eckstein, 20 ans, et Joseph Reinhardt, 30 ans. Hagen testa un nouveau vaccin contre la grippe sur des femmes du camp de Schirmeck. Il mena des ponctions du foie sur des adolescents, Roms, au KL Natzweiler. Il testa encore des vaccins contre la fièvre jaune sur des malades mentaux d'un hôpital psychiatrique de Berlin. Chose ignorée jusque-là, il collabora également avec le programme d'armes biologiques mené par le Japon pendant la guerre. À la fin de la guerre, Hagen s'enfuit en Allemagne et il retourna sa veste opportunément et fut recruté par les soviétiques pour leur propre programme de recherche en armes bactériologiques. Finalement, par un stratagème digne d'un roman d'espionnage, il fut kidnappé par des agents secrets britanniques et livré à la justice française. Jugé par 2 fois, il fut condamné finalement à 20 années de travaux forcés, mais fut libéré rapidement par mesure de grâce. De retour en Allemagne, il reprit une activité de virologiste et termina tranquillement sa vie à Berlin, dans sa maison de retraite. Comment celui qui était considéré comme le meilleur des médecins allemands de son époque est-il tombé à ce niveau de mépris de la vie humaine? Le devoir du médecin
n'est-il pas de soigner, du moins ne pas nuire? Le serment d'Hippocrate nous enseigne depuis des siècles: je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Rappelons encore qu'en 1931, le Conseil de santé du Reich avait édicté des directives très claires en matière d'éthique médicale. Quand elle s'exprime sur les leçons que l'on peut tirer du régime nazi, la philosophe Hannah Arendt attire l'attention sur le fait que le problème moral le plus important, ce ne sont pas les horreurs des criminels, mais la conduite des gens ordinaires, ceux qui auraient dû refuser et qui ne l'ont pas fait. Et pourquoi auraient-ils dû refuser? Parce qu'ils agissaient alors contre leurs convictions et probablement en sachant que ce qu'ils faisaient n'était pas juste. Si on adopte cette posture, Hagen apparaît à mi-chemin entre la résignation de l'homme ordinaire devant le mal et le monstre criminel duquel on peut se tenir plus facilement à distance. Ce qui aurait pu ou ce qui aurait dû le retenir ne l'a pas du tout retenu. Au-delà du questionnement qu'il provoque forcément, le cas Hagen démontre qu'il n'existe pas de brevet d'éthique, comme l'on décernerait un brevet de secourisme. L'éthique du médecin est avant tout un exercice permanent du médecin, à retravailler sans cesse, et sur lequel on peut trébucher. Si elle peut se référer à des règles et des lois, l'éthique n'en reste pas moins une capacité fragile à construire et une réflexion à élaborer quotidiennement. J'aimerais remercier ma famille, mes proches, notamment Emmanuel Haïd et Georges Finerman, Je tiens surtout à exprimer ma gratitude envers mon directeur de thèse qui m'a guidé et soutenu dans mes recherches, le professeur Christian Bonnet. Je souhaiterais pour finir rendre hommage aux victimes du professeur Hagen, aux 189 femmes d'Auschwitz, aux 30 femmes de Schirmeck, aux 250 patients de l'hôpital psychiatrique de Birkenau, aux 50 polonais de Schirmeck, aux adolescents roms et à tous les anonymes qui l'utilisaient dans cette expérience. Le comité de la Fondation Auschwitz, par l'honneur qu'il me fit, que je remercie vivement ce soir, me permet de remettre en lumière ce sujet sensible, mais ô combien nécessaire à notre réflexion actuelle sur la formation médicale, sur le sort de nos patients les plus fragiles et sur le destin des Roms, ce peuple qui fut opprimé sous le nazisme et qui fait l'objet aujourd'hui encore d'un sort peu enviable. Je vous remercie.